Coup de théâtre lors de l'élection du nouveau préfet de la MRC de Charlevoix le 26 novembre dernier. La course qui voyait initialement s'affronter Patrick Lavoie et Michael Pilote se sera finalement soldée par une décision unanime et sans opposition en faveur du maire de Baie-Saint-Paul. Le prétendant annoncé et maire de Saint-Hilarion, Patrick Lavoie, n'aura pas réussi à convaincre ses homologues de lui confier un second mandat. C'est Emmanuel Deschênes, maire des Éboulements, qui a fait du maire Pilote l'unique proposition de candidat au poste de préfet. Dans un discours essentiellement effectué devant les médias réunis dans la salle du conseil de la MRC, M. Deschênes affirma que cette décision était le résultat de discussions à huis clos entre les membres et qu'il tenait à réaffirmer l'importance régionale du poste de préfet. On a eu des discussions avec, tout le monde savait qu'on avait Patrick et Michael qui s'étaient proposés pour être candidats. On a eu des discussions individuelles avec les deux candidats. On a eu des discussions collectives avec les deux candidats. Après ça, bien, on a fait un genre de huis clos, comme on peut dire, avec les maires. Puis on en est venu à la conclusion de nommer M. Michael Pilote au niveau de la préfecture. Et je vais en faire la proposition. Le nouveau préfet a ainsi pu prendre place immédiatement après sa nomination. Michael Pilote souhaite désormais mettre de côté les allusions de concentration du pouvoir autour de Baie-Saint-Paul pour plutôt offrir un travail d'équipe au bénéfice de la région en entier. Je pense que ça, c'était lancer des épouvantails. Ça fait 30 ans qu'on a la même cassette. C'est qu'on disait des fois la ville-centre, tout ça, mais je pense qu'il faut travailler ensemble. C'est le travail d'équipe. On est le plus beau territoire au Québec, donc je pense qu'il faut rester là, la région de Charlevoix, travailler tout le monde ensemble, les différentes municipalités aussi. On a quand même des enjeux qui se ressemblent dans différentes municipalités. Il y a certaines qui ont leurs propres enjeux, mais on va travailler là, tout le monde là, dans la même voie à ce niveau-là. Quant au rôle de préfet adjoint, le poste fut offert au préfet sortant, M. Lavoie. Il déclina toutefois la proposition pour plutôt nommer le maire de l'Île-aux-Coudres, Christian Dufour, à sa place. Le duo à la tête de la MRC aura de nombreux dossiers à gérer au cours des 2 prochaines années, notamment celui des quais de la STQ, dont ils sont les principaux intéressés. C'est clair que le dossier des quais, qu'il soit à Cap-au-Diable ou qu'il soit du côté de Saint-Joseph-de-la-Rive, on aura à travailler ce dossier-là quand même prochainement. Les études d'opportunité, tout ça, devront également aussi avancer. On est au même point à ce niveau-là depuis quand même plusieurs mois, voire des années. Donc, on aura là, à travailler là, autant avec notre député à l'Assemblée nationale, Mme Bourassa, autant qu'avec le ministre de l'Environnement. Donc, oui, le dossier là, des quais sera sur la table dans les prochaines semaines, les prochains mois, et je pourrais vous dire que ça ne sera pas dans la filière 13. Les 2 nouveaux officiels de la MRC occuperont leur poste pour un mandat de 2 ans. Un grand projet éolien et une multitude de postes et de services à pourvoir. Voilà ce qui a attiré les entrepreneurs de la région le 25 novembre dernier au pavillon Jacques-Saint-Gelais-Tremblay de Baie-Saint-Paul. L'activité de maillage organisée par l'entreprise Boralex, qui est en charge du projet éolien des Neiges, visait à tisser des liens avec les entreprises de la région en vue du début des travaux. La journée organisée en partenariat avec la Chambre de commerce de Charlevoix est une belle opportunité pour les entreprises de la région, croit le directeur général par intérim de la Chambre, Dave Filion. C'est quand même un projet d'1 milliard, 500 millions de retombées, 500 travailleurs dans la grosse période. Là. Si je ne m'abuse au niveau des chiffres, là, évidemment, je ne suis pas sur le projet en tant que tel, mais nous, on trouve ça important, évidemment, comme Chambre de commerce, toujours de faire travailler nos membres, de s'assurer qu'il y ait des opportunités, finalement. Fait qu'on voulait mettre en relation avec le groupe Boralex et puis les entrepreneurs généraux aujourd'hui. C'est le but de la rencontre aujourd'hui. Boralex, pour nous, c'est sûr que ça peut être une opportunité pour les gens de Charlevoix puis pour les entreprises de Charlevoix. On considère que c'est sûr que c'est un gros projet. Donc, c'est sûr que passer à côté, ce serait un petit peu dommage. On aimerait ça faire partie du lot puis du coût.
Donc, on espère que ça pourrait être profitable, mais c'est sûr que ce genre de gros projet-là, il y a tout le temps l'aspect de l'acceptabilité sociale. Il faut s'assurer qu'évidemment, on s'accole à un projet qui soit intéressant pour tout le monde. Mais écoutez, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, on veut faire partie de l'aventure si jamais ça va de l'avant. Même si le projet de parc éolien n'a pas encore obtenu l'approbation du gouvernement provincial, on prépare quand même le terrain pour un début des travaux en janvier 2026, chez CRT FGL, l'entrepreneur général du projet. Les besoins sont énormes, sont complets. C'est vraiment là, des besoins qui partent de location de voitures, de la main-d'œuvre, l'hébergement, fournisseurs locaux, matériaux, fourniture de bureaux, logement, hébergement. Fait qu'on parle vraiment là, d'un besoin complet pour le projet. Là. La durée des travaux vont s'étaler sur 3 ans. On parle de janvier 2026 à décembre 2028. Donc, c'est vraiment là, un projet qui va s'étirer dans le temps. Donc, les besoins pour CRTFGL et le client sont énormes. Là. L'incertitude, même si elle inquiète un peu, n'a pas empêché les entreprises de venir offrir leurs services en cette matinée de maillage. Bien, nous, je vous dirais qu'on vient ici justement pour... on n'a pas d'attente en particulier. Fait qu'on vient ici pour se présenter, voir qui qu'on est, montrer qui qu'on est, qu'est-ce qu'on offre. Voir s'il y a des opportunités aussi pour nous autres. C'est ça. Mais on n'a pas vraiment d'attente spécifique. Là. C'est sûr que, évidemment, l'idée que le gouvernement soit encore en analyse du projet, bien, de la dire que ça m'inquiète, non, mais c'est sûr que ce serait dommage. Mais c'est sûr que, évidemment, comme j'ai dit, l'acceptabilité sociale du projet, ça reste important. Puis si jamais Boralex doit retourner à la table à dessin, bien, il faut écouter, évidemment, les recommandations qui viennent dans ce sens. Puis on sera là pour la suite des choses. C'est sûr que si le projet tombe ou du moins n'a pas lieu, je pense pas que la région va fermer ou du moins qu'il y a des entreprises qui ne seront pas capables de survivre. Mais c'est certain que ce genre d'événement-là ou d'action locale-là, on veut être la partie. Puis c'est important que les intervenants régionaux soient impliqués puis soient contractés à ce niveau-là, parce que c'est sûr que si ça se fait tout de l'extérieur, c'est bien dommage. Fait qu'on pense que si jamais ça va de l'avant, bien, on veut être de la partie, puis il faut que les entreprises de Charlevoix soient de la partie, ça c'est sûr. Pour le moment, le projet éolien des Neiges de Charlevoix doit toujours attendre la décision du gouvernement suite au dépôt du rapport du PAP, un rapport qui soulevait que certains aspects du projet pouvaient être dommageables pour l'écosystème charlevoisien. C'est en présence de la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, que quelques 250 partenaires du développement touristique étaient réunis le 20 novembre dernier au manoir Richelieu pour souligner le 50e anniversaire de Tourisme Charlevoix. Tourisme Charlevoix n'a pas hésité à mettre le paquet pour souligner son 50e anniversaire. Tout au long du cocktail d'ouverture, de nombreuses animations présentaient les attraits de la région dans leur contexte historique. Le gala, animé par Guylaine Tremblay de Petite-Rivière-Saint-François, était ponctué de prestations artistiques et de capsules vidéo retraçant l'histoire de l'association. Président de Tourisme Charlevoix au début des années 90, Jean-Baptiste Bouchard se souvient d'une période exceptionnelle pour le développement de la région. Tout était à faire. C'est pas compliqué, tout était à faire. Il y avait des espèces de commencement de toutes sortes d'affaires, mais les gens n'avaient pas cette espèce d'élan commun. Et ils n'avaient pas nos institutions non plus pour le faire. L'ATR a joué un très grand rôle dans la mise en place et dans la mise ensemble de plusieurs intervenants. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à débloquer. Et puis quand on dit que tout était à faire, il y a des périodes comme ça dans la vie où tu arrives dans un endroit où tu dis, il me semble qu'il y a tellement de possibilités, on devrait peut-être faire ceci, faire cela. Et si tu as quelqu'un de dynamique dans l'équipe, tu as un directeur général qui fonce, si tu as un conseil d'administration qui te suit, ça a été mon cas, j'ai eu beaucoup de chance. On a fait tout en même temps.
les Hauts-de-Gorge, les Grands Jardins, le casino, Le Massif. le Massif. Tout s'est fait en même temps. Tout s'est fait dans ces mêmes périodes-là. Pas toutes de ma période, mais dans ces périodes-là. Pour Bruno Labbé, président de Tourisme Charlevoix de 2002 à 2009, la capacité de mobilisation de l'association touristique est une des clés du succès des 50 dernières années. C'est peut-être ça la force de l'ATR. C'est peut-être la capacité que cet organisme-là a eue de créer une cohésion. Il y a eu des tensions, des enjeux intra-régionaux, on se le cache pas, mais au final, on a toujours réussi à trouver une façon de mobiliser la région derrière un projet, derrière le massif, derrière le casino, derrière les parcs, on l'a vu tout à l'heure, le parc marin, le parc des Hautes-Gorges. Donc la région s'est mobilisée, puis tout le monde trouvait que si c'est bon pour un secteur, ça va être bon pour l'ensemble de la région. Puis ça, c'est peut-être la force de l'ATR au fil des décennies, au fil des gens qui ont passé, que ce soit les gens des conseils d'administration, les gens de la direction, mais d'avoir cette capacité à créer une cohésion à l'intérieur de la région, puis de faire en sorte que les acteurs trouvent le moyen de travailler ensemble puis d'y trouver leur intérêt. Le journaliste Dave Kidd, témoin privilégié du développement touristique des 30 dernières années, explique comment l'industrie a évolué. Je dirais, il n'y a rien qui a changé, mais tout s'est raffiné et s'est affiné. C'est ça la grande réussite, je te dirais, des 50 dernières années pour moi, là, c'est qu'on s'est raffiné. C'est ça qui s'est passé. Puis à tous les niveaux, là, la gastronomie, l'hébergement, les attraits. Je veux pas utiliser le terme professionnalisé parce que c'est pas ça. Tout le monde était des professionnels dans ce qu'ils faisaient, mais c'est vraiment du raffinage. Écoute, on avait toujours des bonnes tables. Je te donne faire un parallèle. On avait toujours des bonnes tables. Là, tu as le Germain puis le Manoir Richelieu qui ont des clés Michelin. Il arrive un chef étoilé Michelin. Si c'est pas du raffinage, Martin, je sais pas ce que c'est. Tu sais, je veux dire, moi, j'étais un maniaque de golf. Et le Manoir Richelieu a toujours été bien coté. Mais c'est probablement un des terrains les plus photographiés au Canada maintenant parce qu'il s'est mis un paquet de fric ici sur le parcours. Donc, pour reprendre du mauvais français, on a steppé up, si tu veux, la région. C'est ça, moi, que je remarque. Là. C'est quoi le défi pour les années à venir? On a bien amorcé ça dans le sens qu'on a changé le ton pour attirer les gens ici. On a adopté un ton à Tourisme Charlevoix qui parle à plus de monde, je pense. Tu sais, longtemps, on disait Charlevoix, c'est le petit couple qui s'en vient ici en fin de semaine. Tu comprends? Mais là, c'est la famille, c'est les amateurs de vélo, c'est des gens qui tripent nature, qui font du kayak. Tu sais, dans le temps que Tabatique, c'était pas là. Tu comprends? Il y avait plein d'affaires qui n'étaient pas là, qui sont là aujourd'hui, parce que le produit est de plus en plus niché. Là. Je veux dire, on vieillit bien Charlevoix. Il n'y a pas juste moi qui vieillit bien, la région aussi. Les autorisations d'accès quotidien, 3 jours de pêche en chaloupe. Pour Christian Mars, le président de la Compagnie des montagnes du ski du Québec, qui a acquis 4 stations de ski au Québec depuis 2 ans, dont le Mont-Grand-Fond à la Malbaie, le défi est planétaire. On est dans un monde de plus en plus global. Et arriver à imposer une destination devient de plus en plus compliqué. Parce que la concurrence, elle est mondiale. Avant, les gens ne se déplaçaient pas, donc le tourisme, il se faisait, dans un petit cercle. Ici, le tourisme est né avec les Américains, etc. Aujourd'hui, les Américains, ils prennent un jet et ils vont à l'autre bout de la planète. Donc, réussir à maintenir une position à l'échelle du globe, c'est un défi. De son côté, Jean-Baptiste Bouchard est résolument confiant pour l'avenir. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup confiance dans les générations qui nous suivent. Je n'ai jamais parlé contre les jeunes. Je n'ai jamais dit « Ah, dans mon temps, dans mon temps ». Non, je crois beaucoup en la relève. Et la relève est solide aujourd'hui. Les gens sont mieux équipés qu'on l'était. Ils ont la chance de perfectionner davantage ce qu'on a fait. Les 2 premiers prix sont des forfaits de 2 nuitées en pêche-hébergement pour 6... L'actuel directeur général de Tourisme Charlevoix, Michel Dion, constate que l'association touristique n'a cessé d'évoluer au cours des 50 dernières années
et qu'elle devra continuer à le faire pour assurer son avenir. Moi, le mot que j'ai le plus retenu dans tout ce processus-là, c'est l'agilité. Je pense que c'est vraiment à quel point notre organisation, à travers les années, quand on est tombé dans l'ère numérique, la transformation numérique, quand on est tombé plus tard dans le virage durable, tous ces aspects-là, comment qu'on a réussi, je peux dire, à transformer constamment notre organisation pour répondre aux besoins changeants de deux clientèles, c'est-à-dire nos entreprises, mais aussi nos visiteurs. C'est quoi les défis de l'avenir pour Tourisme Charlevoix? Bien, les défis de l'avenir, je dirais, j'en vois trois principaux. Le premier, c'est évidemment tout ce qui est l'adaptation au changement climatique. Avec notre industrie va être évidemment fortement impactée par toutes les modifications du climat. Donc, il va falloir s'adapter. Je pense qu'on a déjà eu plusieurs cas dans le passé qui nous ont fait la démonstration de ça. Il y a l'adaptation aussi aux nouvelles technologies. L'intelligence artificielle qui vient un peu bouleverser la façon qu'on fait, par exemple, du marketing, des choses comme ça, mais comment on peut l'utiliser à meilleur escient puis accompagner nos entreprises là-dedans. Mais surtout, je vous dirais peut-être, moi, le défi qui m'interpelle le plus, c'est le risque de s'asseoir sur le nom Charlevoix puis de se dire, bien, parce qu'on s'appelle Charlevoix puis parce qu'on est une destination chouchou, bien, les gens vont toujours venir. On a vu beaucoup de destinations. Je donne souvent l'exemple d'Acapulco, qui était une destination incroyable à l'époque puis que maintenant, il n'y a plus grand monde nécessairement qui va là. Donc, on a ce devoir-là de ne pas s'asseoir sur un nom, de continuer à se réinventer puis de continuer à innover pour rester toujours dans l'imaginaire des gens. Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes commencent le 25 novembre prochain. Ce matin, on reçoit Geneviève Boily du Calax de Charlevoix et Valérie Bilodeau de Évolution Charlevoix pour nous en parler. Mesdames, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que sont les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes? Oui, ça fait un bon bout, en fait, que cette campagne-là existe au Québec. Donc, on parle des 12 jours d'action parce que ça commence toujours le 25 novembre, se termine toujours le 6 décembre, parce que le 25 novembre, c'est la journée contre la violence faite aux femmes déclarée par l'ONU. Puis ça se termine au Québec le 6 décembre parce qu'il y a eu la tuerie, depuis la tuerie, en fait, à la Polytechnique, là, où il y a eu 14 femmes tuées en 89, parce qu'elles étaient des femmes. Ils ont décidé finalement de créer une campagne nationale qui est portée vraiment au national par plein d'organismes féministes au Québec. Puis nous, dans Charlevoix, bien, on profite toujours de cette campagne-là pour créer une action régionale chez nous. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est fait dans la région? Parce que c'est une campagne qui est nationale, mais maintenant plus au niveau régional. Qu'est-ce qui est fait? Le thème de cette année, c'est vraiment un thème particulier qui se distingue des autres années qu'on a fait jusqu'à maintenant. Le thème, c'est Charlevoix s'unit pour un territoire sans violence. Donc, ce qu'on a voulu faire cette année, en fait, comme nouvelle pratique, en fait, c'est de parcourir l'ensemble des municipalités du territoire pour aller à la rencontre des gens, dans le fond, puis créer une espèce de mouvement de solidarité. Parce qu'on considère que c'est le rôle de tout le monde, finalement, de contrer les violences faites aux femmes. Puis c'est à chaque élu, en fait, qui peut être eux aussi des relais de solidarité dans leur propre municipalité. Donc, on va partir là, de Baie-Sainte-Catherine, Saint-Siméon, on va descendre, on va passer par la 138, donc faire Clermont, Notre-Dame-des-Monts. On va vraiment parcourir l'ensemble du territoire pour revenir par la 362 puis terminer ça le 6 décembre à la Malbaie. Puis l'idée, en fait, dans cette campagne-là, c'est, oui, interpeller les élus. Comment? Ça serait, en fait, de leur faire signer une lettre d'engagement. Donc, chaque élu va s'engager symboliquement, finalement, à signer un engagement pour leur municipalité, disant, en fait, que les municipalités, l'hôtel de ville pourrait devenir un endroit sécuritaire pour les femmes, par exemple, qui veulent chercher du soutien. Mais il n'y a pas juste les organismes en violence, là. Il y en a quand même 3 dans la région de Charlevoix. On peut les nommer tout de suite, là, le Calax de Charlevoix, la Maison La Montée, qui est la maison d'hébergement, Calax de Charlevoix en violence sexuelle, puis il y a Évolution Charlevoix auprès des auteurs de violence. Mais il n'y a pas que ces organismes-là. Dans le fond, chaque municipalité peut jouer un rôle, dans le fond, pour accompagner les victimes. Puis souvent, c'est que là, il y a plusieurs barrières, en fait, qui fait que c'est difficile, des fois, d'aller chercher des services. Fait que là, ça pourrait donner vraiment d'autres opportunités, finalement, aux femmes puis aux victimes d'aller chercher de l'aide. Est-ce que vous sentez que vous avez une oreille de la part des élus?
Bien, ils n'auront pas le choix de nous entendre. Oui, il y a eu quelques réponses quand même positives. Là, c'est sûr qu'on est dans un tournant où il y avait des élections. Fait qu'il a fallu s'ajuster, nous, pour attendre en fait un moment pour être capable de les rencontrer. Là, on a quand même une belle ouverture là, dans l'Est et l'Ouest. Là, on va vraiment avoir accès à l'ensemble des élus pour la signature. Fait qu'on a quand même bon espoir que ça fonctionne. Puis, c'est sûr que s'il y en a 10 sur 12 qui acceptent, après ça, on fait partie de la vague. Là, fait que c'est quand même positif là, pour le type de campagne qu'on fait, de vraiment être capable de rassembler tout le monde là, par rapport à ça. Fait qu'on a bon espoir que ça fonctionne. Je pense qu'en général, ça devrait être reçu, là, bien reçu, dans le sens où ce serait mal vu de dire que la municipalité ne veut pas s'engager à lutter contre les violences aux femmes. Là. Fait que, en même temps, je pense que c'est important d'avoir leur support puis leur engagement, puis c'est très symbolique au niveau de la population aussi de savoir que dans ma municipalité, par exemple, ben j'accepte, que mon maire a accepté de signer l'engagement. Là, c'est aussi porteur. Là. Ce matin, vous êtes arrivé avec les rubans blancs qu'on porte aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la signification de ces derniers? Bien, en fait, les rubans blancs, à la base, c'est un symbole qui dit qu'on appuie la lutte contre les violences faites aux femmes. À la base, là, ça a été créé suite à la tuerie de Polytechnique en 89. Puis, faut dire que c'est des hommes qui ont décidé ensemble de s'unir pour dire ça prend un symbole pour lutter contre ça parce que eux voulaient manifester en tant qu'hommes le soutien à la lutte aux violences faites aux femmes. Puis depuis, c'est devenu un symbole. À chaque année, on le réutilise. Là, on en fait plusieurs, d'ailleurs. Il y a plein de bénévoles qui nous ont aidés à pouvoir les distribuer. Puis c'est pas juste dans Charlevoix, là, c'est dans l'ensemble du Québec que ce symbole-là existe maintenant. Fait que nous, ce qu'on propose, en fait, là, dans le parcours qu'on va faire là, dans les municipalités, on va faire de la distribution de rubans dans différents lieux stratégiques. Là, souvent, les épiceries ou les dépanneurs et tout ça de chaque municipalité. Vous allez nous voir, en fait, toute la semaine. Là, ça commence demain. C'est ça, on vous invite à le porter pendant les 12 jours pour vraiment, c'est ça, qu'on soit visible puis rendre un peu la cause plus visible. Puis, tu sais, en fait, là, vous allez pouvoir aller sur le site Internet d'Évolution, pas le site Internet, mais la page Facebook d'Évolution Charlevoix. Puis, sur le site, il y aura une carte interactive là, qui vous dira à quel moment nous serons, mettons, dans votre municipalité. Là. Fait qu'à chaque jour, il va y avoir une nouvelle carte qui va dire, bien, aujourd'hui, on est là à tel endroit de telle heure à telle heure. Petit rappel, là, c'est du 25 novembre au 6 décembre. Les gens qui voudraient vous aider, vous épauler dans tout ça, bon, vous l'avez dit, ils peuvent consulter la carte interactive. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que la population peut vous aider? Bien, c'est sûr qu'en suivant nos pages respectives, sur notre site web, je parlais de bénévolat, de militantisme. Pour nous, ça nous donne vraiment une belle opportunité, en fait, de rassembler le plus de gens possible au quotidien. Parce que là, il y a les 12 jours, mais à l'année, en fait, on sait qu'il y a des féminicides. On sait que pour chaque femme tuée aussi, c'est énormément de femmes qui vivent la violence qui n'est pas non plus dénoncée encore. Fait que, tu sais, tout ça mérite qu'on soit des alliés puis qu'on participe à la cause. Puis, au-delà de venir nous voir dans nos organismes, je pense que dans notre propre vie quotidienne, d'être le meilleur allié, en fait, c'est une personne de l'entourage, quelqu'un qui a des comportements ou des propos violents, en fait, de faire cesser ça, de ne pas rire d'une blague sexiste, de ne pas rire de faire arrêter le comportement de son ami. C'est là que tu as le plus de pouvoir que quelqu'un, peut-être un inconnu, qui va te dire la même chose. Fait qu'on invite vraiment les gens à juste dénoncer puis agir dès que ça arrive, ces comportements-là. Oui. Puis on voulait prendre le temps aussi aujourd'hui quand même de parler un peu d'une forme de violence qui est qui est moins connue encore parce que une des façons aussi de lutter contre les violences, c'est de connaître les formes qui existent. Puis souvent, quand on parle de violence conjugale, on en vient au coup, c'est à ce moment-là en fait que c'est le plus visible. On a parlé déjà de violence psychologique, violence sexuelle, mais là, ce qu'on souhaite en fait parler à la population, en fait, c'est toute la violence coercitive qui est pas une nouvelle forme de violence parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces stratégies-là existent. La violence conjugale, ce sont un ensemble de stratégies utilisées qui ne sont pas juste des coups. Donc, quand on parle de chantage, de manipulation, que ce soit des fois des propos, quand la personne, là, en fait, c'est quand la femme ou la personne victime se sent de plus en plus piégée dans son quotidien,
elle n'a pas besoin de vivre de coups, mais l'ensemble des stratégies qui sont utilisées de domination puis de prise de pouvoir fait en sorte que la personne vit de la violence. Fait que des fois, on a de la misère à savoir si nous-mêmes, on est dans une situation de violence parce que c'est tellement difficile à cerner. Là, en ce moment, il y a un projet de loi là, qui est encore en cours, en fait, là, il n'est pas adopté, mais qui parle de violence coercitive. Fait qu'ils sont en train de vraiment de régir là, pour permettre aux policiers, en fait, qui sont les premiers répondants un peu de ça, d'être capables de dire, OK, ce que je suis en train de voir devant moi, c'est de la violence sans qu'il y ait de coups, sans qu'il y ait de violence nécessairement très spécifique. Donc, c'est ça. C'est nécessaire, en fait, vraiment qu'on sache, quand on parle de violence, on parle de quoi, pour aider le plus possible les femmes là, puis les victimes à se sortir de ça. Puis là, en terminant, bon, ces 12 jours d'action-là va nécessairement amener une visibilisation de ces enjeux-là qui pourrait ultimement mener à ce que certaines femmes désirent prendre la parole sur les violences qu'elles peuvent subir. Est-ce qu'il y a des moyens qu'elles peuvent vous rejoindre, voir les services que vous offrez? Oui. Bien, il y a la Maison La Montée qui reste assez centrale dans les violences faites aux femmes. En fait, la Maison d'hébergement offre de l'hébergement. Donc, pour se sortir rapidement d'une situation, vous appelez la Maison La Montée. Elle s'organise aussi beaucoup pour des stratégies de sortie. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Des fois, ouais, on veut la sécurité avant tout. Fait que de prévoir aussi un plan, des fois, ça sécurise beaucoup quelqu'un qui veut sortir de ça. Puis, ils ont aussi un service externe. Fait que si on a vécu de la violence puis qu'on vit encore des conséquences, elles sont présentes. On vous invite vraiment à les contacter, peu importe où vous êtes rendu dans ce processus-là. Il y a le Calax de Charlevoix aussi au niveau de la violence plus sexuelle, mais on en a aussi la violence sexuelle en contexte conjugal, fait qu'on a nos portes ouvertes aussi, contactez-nous. Puis il pourrait avoir aussi une femme qui dit « Ah, ben là, je prends conscience que les comportements que mon conjoint adopte sont des comportements de violence. Veut pas nécessairement quitter son conjoint, mais voudrait que la violence cesse. » Ben elle pourrait référer son conjoint à Évolution Charlevoix, là, qui offre des services aux auteurs de violences conjugales. Fait que, tu sais, nous, on est formés. Ce sont des services qui sont spécialisés, fait que, tu sais, dans le fond, est très professionnel. Fait que la femme pourrait dire à son conjoint, ben j'aimerais ça que tu ailles consulter à cet endroit-là, tu sais, pour apprendre à avoir des comportements plus sains. Madame Bilodeau, Madame Boily, merci beaucoup d'être venue ce matin nous en parler. Merci. Ben, merci. Une nouvelle technologie issue de l'intelligence artificielle était de passage au Club Boncoeur de Charlevoix le 19 novembre dernier. L'appareil Neuroskin, conçu par la jeune entreprise française Courage, vise à soutenir la marche, l'équilibre et la stabilité, notamment chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques. Donc là, c'est le système qui est off. On voit que sa jambe, il n'arrive pas du tout à la piloter, à la contrôler. Il n'y a pas vraiment d'action. Et là, on a le système qui est on le même jour, une fois que le système a appris. Et là, on voit le pilotage de ses jambes. On est venu présenter aujourd'hui un dispositif qu'on appelle le Neuroskin. Donc Neuroskin comme seconde peau. C'est un système qui va s'adresser plutôt à des personnes qui ont une sclérose en plaques, un AVC ou une paraplégie incomplet. Et ce système va permettre de rééduquer leur système qu'on appelle sensoriel et moteur. Donc je prends souvent un exemple pour imager, pour que tout le monde puisse bien comprendre la problématique. Donc le corps fonctionne de manière assez complexe, mais on peut le résumer de manière simple, avec 3 éléments. Le cerveau, on appelle la tour de contrôle, c'est elle qui va déterminer où est-ce qu'on veut aller, quel est le mouvement qu'on veut réaliser. Et surtout, c'est elle qui va envoyer l'information aux nerfs, qu'on peut appeler des autoroutes, jusqu'aux muscles qui vont se contracter. Et elle va leur envoyer ce qu'on appelle la partition, moi j'appelle ça une partition, d'avoir quel est le bon démarrage et la fin de contraction de muscles pour chacun des muscles au bon moment pour faire un mouvement. Donc pour faire de la marche, pour faire du vélo, pour tout simplement juste se lever, parce qu'on pense beaucoup à marcher mais déjà juste à se lever, on a une partition qui est différente. Donc c'est ça qu'on est venu présenter ici, c'est comment à travers notre système Neuroskin et l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, on permet d'automatiser tout cela de façon simple, pour que l'usager puisse en avoir les bénéfices de manière régulière. Tout droit sorti du Centre national de recherche scientifique de Lyon, en France, cette nouvelle technologie de réadaptation promet beaucoup. Elle pourrait notamment accélérer le processus de reconditionnement à la marche chez les patients à mobilité réduite.
j'ai la sclérose en plaques, la SEP, progressive. Vous avez pu tester là, ce matin le NeuroSkin, cet appareil qui est amené ici aujourd'hui. Comment vous vous êtes senti? Ah mon Dieu, c'est le jour et la nuit. C'est sûr qu'on ne se débarrassera pas de toutes nos marchettes, puis nos cannes, puis tout, mais t'as une sensation que j'ai pas ressentie peut-être depuis... ça fait 12 ans, moi, que c'est commencé, mais ça fait un bon 5-6 ans que ça me prend une marchette ou une canne. La sensation de pouvoir marcher, même se lever, tu as beaucoup plus de force là, quand tu es sous tension. OK, c'est bon. Malgré tout, NeuroSkin devra encore faire ses preuves auprès de la communauté scientifique canadienne. Un processus qui prendra des explications et des preuves, croit M. Gombault. Alors, au sein de la communauté scientifique et médicale, je veux dire au Québec et au Canada plus largement, donc c'est des nouvelles technologies. Et comme toute nouvelle technologie, ça nécessite des explications et aussi d'expliquer où en sont nos études et sur quelle patientèle et pour quel intérêt thérapeutique. Donc ça, on a commencé justement à travailler avec des grands, ce qu'on appelle leaders d'opinion, notamment en neurothérapie à Montréal, mais aussi avec le CIUS de Montréal, avec le McGill, avec le Neuro qu'on rencontre demain. Donc il y a un bon accueil des nouvelles technologies globalement au Québec. Maintenant, ça va partir de manière progressive. D'abord du haut, la pyramide, avec les personnes qui sont plutôt spécialisées en neurologie, c'est-à-dire les neurologues, les physiatres, pour aller ensuite accompagner les physiothérapeutes, les kinésiologues et les médecins de famille. Donc c'est une démarche qui va pas forcément être très rapide, mais elle va être progressive pour pouvoir s'inscrire dans la durée. La venue à Baie-Saint-Paul de l'entreprise Courage et de son appareil NeuroSkin donne beaucoup d'espoir à Mme Francine Thibault du Club Boncoeur. On sait que maintenant la science, avec l'intelligence artificielle, fait des remontées spectaculaires. Donc, moi, à titre de personne responsable de cet organisme-là et de le programme, j'ai voulu aller encore un peu plus loin dans ma recherche et je suis tombée à cause de Facebook, sur cette annonce-là de Courage qui sont maintenant établis au Québec et pour voir si ça pouvait être aidant pour nos personnes. On a commencé à 9h30, vous avez vu la conférence, vous avez vu les données scientifiques qui sont autour de ça, des gens sérieux, alors qui sont en train maintenant d'expérimenter avec nos membres qui sont du programme Mobilité dynamique. Alors, c'est le bonheur pour moi parce que je me dis, on avance et on fait avancer notre clientèle de Charlevoix. Alors, c'est une première, puis on espère que ce sera une dernière. Si la journée de présentation en aura sans doute convaincu plus d'un, il faudra encore attendre un peu avant de savoir si le Club Boncoeur pourra acquérir un tel appareil. L'organisme serait toujours en négociation avec l'entreprise Courage, mais il estime avoir besoin de lever autour de 75 000 $ au sein de la communauté pour être en mesure d'intégrer ce nouvel outil à sa ceinture. La Kermesse a de nouveau fait des heureux en distribuant la somme de 27 000 $ à 3 organismes de la région, soit le Centre communautaire Pro-Santé, la Maison des jeunes La Baraque aux Éboulements et la Maison des jeunes de Saint-Urbain. C'est le grand jour du dévoilement aux organismes du montant officiel qu'on remet. Cette année, les 3 organismes, ça va être le Centre communautaire pour du matériel scolaire et des costumes pour les enfants. Pour la Maison des jeunes, le district de Saint-Urbain et la Maison des jeunes, La Baraque des Éboulements. Alors, le montant global cette année, c'est 27 000 $. La somme de 9 000 $ allouée au Centre communautaire Pro-Santé permettra de combler un nouveau besoin. Ça va être vraiment
dédié aux enfants, mais aux enfants autant primaires que secondaires. On a beaucoup de demandes au niveau du matériel scolaire, aussi des costumes au niveau du secondaire, puis payer peut-être d'autres besoins des fois, mais qui a vraiment un lien avec l'école et tout ça. D'ailleurs, je veux remercier vraiment la Kermesse parce que, tu sais, ça implique beaucoup au niveau des jeunes, c'est important, leur développement et tout ça. Fait que je veux leur dire juste un gros merci pour cet apport-là là, qui fait une différence dans la vie de plusieurs personnes. Le soutien de la Kermesse à la Maison des jeunes de Saint-Urbain arrive à un bon moment. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent que la Kermesse vient de vous distribuer? Avec l'argent de la Kermesse, on va s'en servir pour acheter de l'équipement parce qu'en 2026, on va déménager dans nos nouveaux locaux. Donc, cet argent-là va servir vraiment là, aux jeunes là, pour décorer les nouveaux locaux ou de l'équipement pour mettre dans les nouveaux locaux. Puis je tiens à remercier grandement la Kermesse également. C'est un bon montant et puis on est vraiment contents. Ce qui nous motive, je te dirais, c'est notre population. C'est nos jeunes, puis on veut que nos jeunes grandissent dans le bonheur et dans le bien-être. Puis on veut vraiment qu'ils aient de quoi pour s'amuser, puis qu'ils soient bien dans leur milieu de vie en dehors de l'école.